Bon, ben écoutez, en fait, il y avait une erreur dans le programme. C'est pas seulement moi, ni seulement moi et Simon qui présentons, c'est un travail d'équipe. Et comme j'insiste toujours sur ce fait, BIM, c'est vraiment en premier lieu de la collaboration. Donc c'est pour ça que je suis très fière d'être aujourd'hui avec cette belle petite partie de notre équipe BIM en fait chez Pomerleau et dans tout l'écosystème avec lequel on travaille. Parce que là, on a deux coordinateurs BIM, donc Simon Brunet et Liu Dao, notre gérant de projet sur trois des projets qu'on va vous présenter, Sylvain Lessard, et notre client à l'aéroport de Montréal. Donc, vous allez voir les photos de tout ce beau monde. Monsieur Pierre Saint-Onge est directeur du programme à l'aéroport de Montréal. Et en fait, une des exigences pour les présentations était qu'on implique les clients. Donc, je suis vraiment très contente. Je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. L'innovation en tant que vecteur, en PIM en tant que vecteur de l'innovation chez Pomerleau, je peux vous dire que BIM comme tel n'est plus vu comme une innovation au sein de notre entreprise parce que c'est devenu quelque chose de normal pour la plupart de nos projets et surtout pour nos projets de bâtiment. On utilise BIM aujourd'hui de plus en plus pour nos projets civils, donc des ponts, des quais maritimes, des quais dans le Saint-Laurent, etc. On utilise de plus en plus des technologies de type scanner, de type réalité virtuelle. D'ailleurs, il y a un kiosque à l'extérieur avec lequel vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a développé en interne aussi. Et l'équipe BIM chez Pomerleau, c'est un espèce de porteur de l'innovation dans le sens qu'il y a plusieurs méthodes et processus innovants et beaucoup plus performantes qu'on adopte en fait juste autour de BIM. Donc les gens de l'équipe BIM VDC, comme on les appelle, sont de plus en plus des gens de l'équipe innovation. Et toute la compagnie en profite et aussi j'ose dire que tous nos partenaires en tant que professionnels et sous-traitants ou entrepreneurs spécialisés et les clients en profitent aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a mis le titre de BIM en tant que vecteur de l'innovation chez Pomerleau. Aujourd'hui, on va vous présenter l'évolution de comment en fait depuis 6 ans BIM s'est développé au sein de l'entreprise, mais aussi comment les exigences et les demandes de clients se sont améliorées, je dirais, comment ils sont devenus beaucoup plus précises et demandantes, ces exigences-là. Comme ça, en fait, on va commencer par... on va prendre l'avion d'Atlanta après cette présentation éblouissante de Daniel Barbeau. Et on va atterrir à l'aéroport de Montréal, où en 2013, on a commencé le travail sur la jetée internationale, donc l'extension de l'aéroport. Et je donne la parole d'abord à Sylvain, mon collègue qui a travaillé comme gérant de projet dans ce projet-là. Alors bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Alors moi, je travaille chez Pomerleau depuis une quinzaine d'années. Quand j'ai débuté le projet de l'agrandissement de la jetée internationale pour ADM en 2013, mon expérience de l'utilisation des maquettes 3D dans la construction se limitait surtout à la coordination des équipements électromécaniques dans les grandes salles mécaniques et les projets d'industriels lourds. Cette utilisation était surtout initiée par certains départements d'ingénierie pour assister la conception ou par des entrepreneurs pour des fins de préfabrication, des conduits, de la tuyauterie. Rarement l'utilisation de modèles 3D pour la construction d'un projet provenait d'une demande d'un client. Avec l'appui du directeur de programme de ADM, M. Pierre Saint-Onge, Pomerleau a demandé à ce que le projet d'agrandissement de la jetée internationale se dote d'un outil additionnel de planification et de coordination. Le modèle 3D demandé aux consultants pour la conception sera transféré aux entrepreneurs spécialisés et à l'équipe d'exécution afin d'appliquer des concepts du BIM et pour faire de la construction virtuelle. L'obligation de dessiner en Revit a été ajoutée au document d'appel d'offres de plusieurs spécialités. Certains entrepreneurs ont eu besoin d'un peu d'assistance, mais la grande collaboration les a aidés à s'améliorer au fil du temps.
Bien sûr, toute l'électromécanique et les salles techniques ont été modélisées avec des dimensions réelles de chaque équipement. Les séances de coordination avec les entrepreneurs spécialisés comprenaient une période de visualisation en 3D des secteurs. Ceci permettait de voir virtuellement le produit final, mais surtout de convenir de l'ordonnancement des tâches pour construire les secteurs plus complexes. À force d'utiliser le modèle, on s'est mis à avoir plein d'idées. Notre équipe avait peu d'expérience dans les applications possibles du BIM pour la planification des travaux, mais le modèle 3D s'est rapidement révélé comme un outil idéal pour résoudre plusieurs aspects complexes de la planification. Et ce, pour d'autres spécialités qu'électromécanique, pour des spécialités moins familières au BIM. Par exemple, la grande complexité des fondations du bâtiment, conçues sur plusieurs niveaux, a donné des maux de tête aux entrepreneurs en excavation et en coffrage et bétonnage quand est venu le temps de planifier la séquence optimale. La visualisation en 3D et la simulation en 4D de plusieurs scénarios ont permis d'éloigner les doutes et divergences d'opinion entre les entrepreneurs et ainsi établir une séquence des tâches qui éliminait les temps morts. Les entrepreneurs impliqués ont été unanimes. L'utilisation du modèle est en grande partie responsable du succès de l'échéancier pour cette étape complexe et critique des travaux. En plus des fondations complexes, d'autres disciplines avaient des équipements à installer dans le remblai. On y retrouvait principalement des massifs électriques, des conduits de drainage pluvial. Et oui, il y avait beaucoup de conflits entre les équipements et la structure. Alors, des scénarios d'optimisation et une coordination améliorée avec l'aide du modèle 3D ont permis à l'ingénierie d'apporter des modifications à temps. Les coûts de ces modifications ont été très minimes et l'échéancier n'a pas été affecté. Je vous rappelle que les travaux étaient débutés et ça avançait à grande vitesse. Sur les images, on voit un peu les conflits qu'il y aurait pu y avoir avec les longrines, les têtes de pieux, le drainage pluvial et tout ça. Finalement, le concept initial prévoyait plusieurs conduites de protection incendie qui devaient être intégrées à même les éléments de structure d'acier pour pallier au manque d'espace à plusieurs endroits. Cette conception a été complétée avec la collaboration des entrepreneurs spécialisés et les consultants impliqués. La coordination à partir du modèle a non seulement permis de confirmer les percements à temps pour la fabrication en usine des pièces de structure, mais plusieurs cheminements de conduite ont pu éviter de passer dans les structures, diminuant ainsi les coûts et les délais de production. Je vais passer la parole à Simon Brunet, qui est coordonnateur BIM pour le projet de la Place Belle à Laval. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet de la Place Belle. Donc nécessairement, j'ai travaillé avec Sylvain lors du projet de l'agrandissement de la jetée internationale. Donc comme il a mentionné au début, on est entré dans le processus avec le BIM lorsque la conception était était à peu près complétée. Donc on est rentré assez tard dans le processus. C'est quelque chose qu'on a décidé de notre expérience en fait de changer sur les projets dans le futur. Donc dès 2014, on a décidé d'intégrer le BIM au départ du projet, donc dès le début des appels d'offres, donc avant qu'on est en train de créer le projet. Donc, dans les phases préliminaires, donc on recevait des documents du client, PFT, informations, donc on a vraiment monté tout notre projet en utilisant le BIM dès le début. Et ça s'est poursuivi, par la suite, on a gagné le projet et on a poursuivi encore une fois d'utiliser le BIM dans tout le processus du projet. Donc, je vais vous présenter quelques aspects qui se trouvent être des aspects d'innovation qu'on a amenés à la Place Belle tout au long du processus. Donc, là, on commence en fait avec l'excavation. Donc, dès le début du projet, donc dès 2014, c'est un projet qui est en design build. Donc, on est en train de commencer la conception, mais on est en train de faire l'excavation en même temps. Donc, on assiste en fait à une grande quantité changeante d'informations au niveau des fondations. Donc, on a décidé, face à cette difficulté-là, de tirer profit du BIM pour pouvoir faire le suivi quotidien. Et je vais vraiment mentionner que c'était des suivis et des changements qui étaient quotidiens de tout ce qui se passait au niveau des fondations. Donc, on a réussi à attraper 100% des changements, et il y en avait vraiment à tous les jours. De là aussi, donc, on assiste, on voit excavation et GPS. GPS, pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé, comme vous pouvez voir, une excavation qui est en fait un modèle 3D qu'on a par la suite transféré dans des ordinateurs qui étaient utilisés par les pelles
excavatrice. Donc, ils pouvaient voir exactement qu'est-ce qu'il y avait à creuser, où étaient les limites d'excavation. Donc, on a vraiment optimisé le processus même d'excavation. Donc, on voit là, on voit vraiment, ça, c'est les travaux qui ont été exécutés. Avec l'excavation aussi, on a réussi à optimiser l'emplacement du bâtiment sur le terrain et optimiser aussi toutes les méthodes qu'on a utilisées dans le futur pour l'excavation. On a économisé vraiment énormément d'argent et ça a permis nécessairement de respecter notre échéancier à ce niveau-là. Donc, on voit ici un peu les images de l'excavation. Donc, vous voyez en haut à droite, c'est une petite image de ce que les gens avaient dans leur pelle. Donc, il y avait des boules GPS qu'on utilisait sur les pelles mécaniques qu'ils pouvaient voir sur un ordinateur. Et à gauche, on voit en fait le modèle de l'excavation qui est complètement virtuel avec les fondations. PFT estimation, en fait, comme je vous ai mentionné dès le départ, on a intégré le BIM dès les débuts d'appel d'offres énormément pour gérer en fait le PFT, le programme fonctionnel et technique de notre client. Donc, on reçoit des besoins en termes de pièces, de superficie, de matériaux, de fini. Donc, nous, on a rentré cette information-là dans nos modèles BIM et on a, encore une fois, géré ça d'une façon très, très, très serrée. Donc, à chaque semaine, on avait des révisions, puis on peut voir les couleurs un peu. Donc, on pouvait faire des suivis simples, mais vraiment très efficaces de ce qui se passait dans l'évolution de la conception. Donc, on a utilisé cette méthode-là autant en appel d'offres que par la suite durant la conception. Donc, on pouvait faire le suivi avec nos professionnels des pièces, des superficies tout au long de la conception et le client recevait les mêmes rapports que nous. On pouvait justement échanger sur si ça respectait toutes leurs exigences et où est-ce qu'il fallait faire des correctifs. Hein. Donc, on voit ici quelques exemples. C'est tous des plans avec de l'information qui est différente. Donc, on se retrouve à avoir des plans 2D, mais avec de l'information qui a été implantée dans un modèle 3D et on peut faire le suivi absolument à tous les jours ou même à toutes les semaines, suivant l'évolution de la conception. Scan 3D, on le voit en arrière, il y a un scan 3D, en fait, quand on est arrivé pour faire l'installation des gradins amovibles dans l'amphithéâtre de la Place Belle, on voulait s'assurer, en fait, que les gradins amovibles, qui se trouvent être, je pense que c'était une compagnie espagnole qui s'en occupait, donc, et un fabricant qui était complètement ailleurs dans le monde. Donc, ils sont arrivés, on a fait le scan 3D pour s'assurer que quand ils allaient livrer leurs produits, et ça allait vraiment être exactement, ça allait, excusez-moi l'anglicisme, ça allait fitter sur le chantier. Donc, on a fait le scan 3D de la construction. Donc, ce qu'on voit, là, il y a même des petits équipements qu'on peut voir, donc ce qu'on avait en ce moment. Et on s'est s'assuré que la qualité de ce qu'on avait construit respectait leurs exigences pour la fabrication. Coordination multidisciplinaire, bon, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, Sylvain en a parlé, c'est quelque chose qu'on a commencé dès l'aéroport à intégrer dans nos processus, qui est quelque chose que je pense même Ivanka l'avait mentionné, c'est plus une innovation comme telle. Là où est-ce qu'on est repoussé en fait la coordination, c'est beaucoup avec notre client. Puis je vous donne un exemple donc très, très, très rapide. En fait, on a établi avec notre client un processus de vérification qui se trouve être un processus de vérification qui est virtuel. Donc, avec notre client, on a fait le tour à 100% du projet. Sur 3 séances, je pense que c'était 3 journées complètes, on était assis dans une salle et on a fait la vérification à 100% du bâtiment. Donc, eux, il y avait leur équipe de professionnels, il y avait nos professionnels, nos entrepreneurs à quelques occasions. Et on a fait toutes les vérifications, tous les commentaires, les mesures, on a tout pris ça en note et ça nous a permis d'établir en fait une liste d'items qui étaient à corriger. Et là, on a fait cet exercice-là, c'était, excusez-moi, la vidéo y est. On a fait cet exercice-là, c'était l'année passée en fait. Donc, on se trouvait à être, je dirais, un an avant, même un an et demi avant la livraison du bâtiment. Donc, on avait une liste d'à peu près 500 items à corriger. Et on a appelé ça la livraison virtuelle du bâtiment, donc ou la prise de possession virtuelle du bâtiment. Donc, avec notre client, avec leurs gens techniques, avec les gens marketing, avec les gens, on a pris 100% des commentaires et on pu faire la vérification de leur bâtiment, de toutes les exigences qui étaient même au-delà même du programme fonctionnel et technique de notre client. Et on a pu intégrer ça dans notre conception et faire tous les correctifs qui ont demandé. Donc, la coordination multidisciplinaire, oui, mais on essaie de repousser encore plus loin, en fait, l'utilisation de cet outil. Donc,
passer la parole à Liu. Donc, pour poursuivre dans la même ordre d'idée que Simon, on a eu l'opportunité d'approfondir l'utilisation du BIM dans le réaménagement de l'aéroport. Sylvain va poursuivre et je vais conclure par la suite. En fait, on est rendu en 2015, on retourne à l'aéroport de Montréal. Pomerleau a été mandaté par ADM pour gérer un projet de réaménagement complet des comptoirs d'enregistrement des compagnies aériennes. La particularité de ce projet consistait à ajouter un réseau de convoyeurs à bagages sur 2 niveaux, dans un espace très restreint, déjà occupé par des services électromécaniques, et aussi effectuer ces travaux dans un aéroport occupé sans nuire aux opérations aéroportuaires et aux nombreux voyageurs. Ce projet-là a été plusieurs fois sur les tables à dessin, a été repoussé à cause de la complexité à intégrer ces convoyeurs-là. Dès le début du projet, Aéroport de Montréal a manifesté son désir d'avoir un modèle 3D élaboré autant pour la conception du projet que pour l'exécution des travaux. Nous nous apprêtions à utiliser le BIM pour un projet dans l'existant pour la première fois, mais déjà notre expertise en BIM s'était améliorée à vitesse grand V en 2 ans, dans les dernières années. Le nombre d'entrepreneurs spécialisés qui utilisent BIM a grandement augmenté aussi pendant ces 2 années-là. Alors, en appel d'offres, on avait une réponse beaucoup plus grande parce qu'on mettait toujours dans les appels d'offres l'obligation de devoir dessiner en Revit. L'ajout de convoyeurs à bagages au travers de vieux éléments de structure complexes et d'une grande quantité de services électromécaniques. C'est ce qui a été modélisé ici. Donc, là, c'est la descente. OK. Donc, je vais juste expliquer la descente, la complexité. C'était tout d'abord de faire un percement dans la structure existante pour pouvoir fitter les 2 convoyeurs qui descendent du niveau 2 au niveau 1 et qui va faire un tournant au niveau 1 dans un secteur opérationnel très restreint avec beaucoup de conduits existants. Donc, c'était la complexité, l'existant avec du nouveau et des équipements très spécialisés. Et une vieille structure aussi assez compliquée qui a été énormément modifiée. Puis ces convoyeurs-là, fallait les commander à l'avance parce que la livraison était très longue, ça venait d'Europe. Donc, ce qu'on a fait, on a modélisé aussi les espaces de dégagement requis autour des convoyeurs pour les bagages, l'entretien et les opérations. Et on a créé des volumes, qu'on voit peut-être mal en bleu pâle transparent, qui sont des espaces de dégagement pour les convoyeurs, pour les bagages, les opérations et l'entretien, afin de vérifier les interférences possibles après la construction. Une fois que c'est construit, si les dégagements ne sont pas respectés, on a des problèmes. La coordination et la planification des travaux devaient être optimales. La constructibilité devait aussi être bien maîtrisée, car une partie des nouveaux convoyeurs devait être installée au-dessus d'un passage public qui devait rester opérationnel. Les travaux se sont effectués tels que visualisés, sans imprévu ni changement. Donc là, dans l'image ici, à droite, c'est le secteur public, là où les gens récupèrent leurs bagages, tandis qu'à gauche, c'est le secteur où il y a tous les chariots qui acheminent les bagages justement vers les carrousels. Donc à terre, c'est les carrousels, accrochés plus près du plafond, c'est les convoyeurs, les nouveaux convoyeurs. Et aussi, dans le projet, il y avait plusieurs projets connexes autour de la zone du projet de la phase 1, dont toute la grosse salle des convoyeurs à bagages qui touche en partie à notre projet. Il y avait cette coordination-là aussi à voir. Alors, tous ces travaux devaient s'effectuer au travers des opérations aéroportuaires, comme on l'a dit, tout en demeurant le plus invisible possible. Plusieurs de ces travaux devaient se faire sur des plateformes de travail érigées au-dessus des aires de circulation des voyageurs. Est-ce que ça fonctionne? Ah, il faut qu'il fasse play. Il y a un petit film. Merci. OK. Donc, beaucoup de travaux se faisaient sur des plateformes au-dessus du public et derrière des enceintes de chantier qui ont été modifiées tout au long des travaux. Toutes ces installations, parfois complexes, ont aussi été modélisées
est présenté à Aéroport de Montréal pour approbation avant leur mise en place et intégré au modèle 4D, ce qu'on voit ici en animation. Par la même occasion, ce phasage virtuel a permis de prévoir les moments où les coupures de services importantes devaient être planifiées avec les gens d'opération. Donc ça, c'est les différents phasages aux deux niveaux de notre zone de projet et aussi le temps. Ça, c'est vraiment pour communiquer les travaux qu'on devait effectuer dans le temps, communiquer ça non seulement aux clients, mais aussi aux compagnies aériennes. Donc ça, c'est les plateformes. Maintenant, on est rendu en 2016. Pour la phase 2 de l'aménagement des réaménagements des comptoirs, la conception qui a débuté en 2016. ADM, pour cette partie des travaux, ADM a exigé qu'un coordonnateur BIM, responsable du suivi des différents modèles de conception, soit impliqué encore plus en amont dans le projet, soit au tout début de la conception. L'intérêt de Aéroport de Montréal pour le BIM est nettement à la hausse. Les zones de travaux de la phase 2 sont encore plus au centre des activités aéroportuaires et l'impact est encore plus grand. La séquence des travaux en fonction des périodes de pointe annuelles devient un enjeu critique pour Aéroport de Montréal. Différents scénarios d'installation temporaire sont présentés à l'aéroport à l'aide de la réalité virtuelle afin que la construction puisse évoluer en fonction des opérations et vice-versa. Également, l'utilisateur principal qui voyait son espace de travail grandement modifié par les travaux a fait part de ses inquiétudes quant à l'espace disponible pour l'accueil et l'enregistrement des voyageurs. Les responsables concernés ont pu faire une visite virtuelle, communément appelée « walkthrough », de l'espace qui sera disponible pendant la période des travaux. D'ailleurs, les gens intéressés, comme Ivanka l'a dit, dans notre kiosque, vous pourrez visualiser, vous promener dans le projet qui n'est même pas encore construit, alors, qui est au tout début de la construction en ce moment. Donc, comme Ivanka l'a dit tantôt, le BIM, c'est un vecteur d'innovation. Donc, notre vision à long terme, c'est pas seulement d'utiliser le BIM, mais vraiment pousser à un autre niveau tous les outils qui sont disponibles et offrir un service, en fait, de fermer la boucle sur le BIM, non seulement en préconception, en conception, en exécution, mais aussi durant tout le cycle de vie du bâtiment jusqu'à l'exploitation et le decommissioning. Aussi, on reste toujours à l'affût des nouvelles technologies et des nouvelles manières de faire pour mieux gérer, mieux exécuter notre travail. Pour la phase 2 du réaménagement à l'aéroport, on va introduire aussi le Lean Construction. On va intégrer l'engagement, on va encourager l'engagement des sous-traitants aussi dans la planification de l'exécution des travaux, tout en utilisant constamment le 4D et la réalité virtuelle. Donc, je veux juste revenir ici. Non seulement c'est un outil de communication pour le projet qui va être construit, mais aussi pour montrer toutes les installations temporaires à travers le temps durant le projet. Mais aussi pour communiquer les détails de conception puis les défis de construction durant les réunions et aussi faire la revue de conception avec les consultants et faire un walkthrough final avec nos sous-traitants lorsqu'une zone de coordination est complétée. En fait, pour finir, il y a aussi les concepts de modèle TQC as-built qu'on remet, mais il faut faire aussi la distinction entre le as-built et le as-maintained, qui est tel que maintenu pour les opérations du bâtiment et l'exploitation. Puis, je voudrais finir aussi que le BIM, c'est un concept. C'est bien d'avoir un modèle 3D. Il faut faire du bon BIM. Il y a du bon BIM, puis il y a aussi du mauvais BIM. C'est pas parce que vous avez un beau modèle tout shiny, tout beau que c'est bon. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Donc, je vais juste passer la parole à Pierre. Oui. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici après-midi pour vous donner le point de vue du donneur d'ouvrage dans toute cette belle aventure qui est le BIM.
À vrai dire, nous, si on retourne en 2012, dans le contexte qu'on avait un projet, soit l'agrandissement de la jetée internationale, qui était requis pour répondre aux besoins grandissants du nombre de voyageurs qu'on a. Je vous donne un exemple. Dans les dernières années, le trafic passager croît à raison de 5 à 6 % par année. Alors, ça met un stress sur les installations assez important. Donc, si on retourne en 2012, on avait ce projet-là d'agrandir la jetée internationale, on rajoutait 6 barrières contact, plus des barrières pour des départs en autobus et en PTV. C'était le projet le plus important pour l'aéroport depuis l'ouverture des départs transfrontaliers. C'est un projet, celui des transfrontaliers, qui avait connu des retards et des dépassements de coûts importants. On ne voulait pas répéter cette expérience-là. Donc, en bon client, on a voulu minimiser notre risque, diminuer notre risque. Et à l'époque, notre directeur de l'ingénierie, M. Boilard, avait entendu parler de la technologie BIM. On s'est dit, pourquoi pas, on va l'essayer à titre d'exploration. Alors, on a fait le tour de nos professionnels et tout le monde était oui, il n'y a pas de problème, on est habilité à travailler en BIM. Alors, on a parti l'aventure comme ça. On a engagé notre gérant de construction qui a donné à Pomerleau, je vous dirais, la conception était passablement terminée. Mais on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec ce projet-là au niveau du BIM. On s'est dit, on va faire la conception. On espérait finalement arriver à livrer le projet à temps et à l'intérieur du budget qui était autorisé. Finalement, pour nous, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas vraiment de la construction en soi, mais c'est le produit final parce qu'on en a besoin. Donc, lorsque l'équipe de Pomerleau est arrivée, on a amené ça un point plus loin, c'est-à-dire qu'on a mis dans les conditions des entrepreneurs, dans le contrat des entrepreneurs, l'obligation de coordonner et de travailler en BIM. Donc, je pense que c'était très payant parce que, comme résultat, finalement, ce projet-là a été livré 4 mois plus tôt que prévu. Donc, plutôt qu'on l'ait en septembre 2016, on a été en mesure de le livrer pour mai 2016. Et pour nous, tout l'été, c'est une période très achalandée. Donc, ça faisait notre affaire. Puis, l'autre aspect très important, au niveau du budget, on a réussi à livrer ça à 95 % du budget autorisé. Donc, on est resté bien à l'intérieur de notre budget. Ce qui a fait vraiment l'affaire. Maintenant, ça m'amène à vous parler de l'évolution de l'utilisation du BIM qui est passé en 2012 de simplement une idée, on va explorer qu'est-ce que ça donne si ça peut être bon. Aujourd'hui, comme Sylvain l'a mentionné, on a fait 2 autres projets, la phase 1, phase 2, des réaménagements du secteur des enregistrements. Et maintenant, c'est devenu un incontournable. Tous nos projets, moindrement complexes, on exige que les projets soient conçus et exécutés avec BIM. Donc, je pense que ça fait le tour pour l'instant, pour moi. Donc, on est très content de ça. Merci beaucoup à toute l'équipe et encore plus à notre client. On a besoin de clients comme l'aéroport de Montréal, comme l'aéroport de Québec, comme la SQI, comme l'industrie commence vraiment à être au fil de cette nouvelle méthode de faire. Et juste comme dernière phrase, l'innovation chez Pomerleau continue au travers de nos 2 chaires de recherche. On travaille depuis 4 ans avec l'ETS dans la chaire de recherche Pomerleau. Et on vient de mettre sur place une chaire de recherche avec la Polytechnique, affiliée à l'Université de Montréal. Et cette 2e chaire, elle va porter plus sur la gouvernance des projets. Et en fait, c'est peut-être la dernière phrase vraiment que je vais dire que BIM, ça fonctionne vraiment mieux quand on est dans un mode de réalisation de projets collaboratifs. Donc, ça veut dire design build, integrated project delivery, etc. Et on espère que dans le futur, on va voir plus de ce type de projets au Québec et au Canada. Merci beaucoup.